Quand une épouse découvre la trahison de son mari avec sa secrétaire, son monde s'écroule. Mais un test ADN a révélé un secret dévastateur que personne n'aurait pu imaginer. Une histoire de tromperie, de révélations choquantes, et la quête de la vérité qui changera à jamais le destin de toutes les personnes impliquées. Préparez-vous à un voyage émotionnel qui va vous bouleverser. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et commentez d'où vous regardez cette vidéo surprenante. 20 ans consacrés à un mariage que je croyais parfait. Pendant tout ce temps, j'ai été l'épouse exemplaire, la cadre, compétente, la femme qui réussissait à équilibrer carrière et famille avec une maîtrise qui suscitait l'envie de mes amis. Lors des événements mondains, Richard et moi étions le couple que tout le monde admirait. Lui, avec son costume impeccablement coupé, des cheveux grisonnants aux tempes qui lui donnaient un air distingué, et ce sourire qui enchantait tout le monde. Moi, toujours élégante, avec mes bijoux discrets mais précieux, les cheveux parfaitement coiffés même après une journée entière de réunions stressantes. « Comment faites-vous » demandait-il, et je souriais, tenant le bras de Richard. « La communication » répondais-je. « Nous ne nous couchons jamais en colère l'un contre l'autre. » Si on m'avait demandé il y a 2 ans si j'étais heureuse, j'aurais répondu sans hésiter que oui, comme je me trompais. C'est un mercredi d'automne que ma vie s'est effondrée. Je me souviens du ciel nuageux, des feuilles sèches emportées par le vent sur le trottoir de notre résidence de luxe. L'odeur de pluie imminente planait dans l'air. Je devais être à Paris, en train de conclure un contrat important, mais la réunion s'est terminée plus tôt que prévu. Le client a accepté notre proposition sans les modifications que je m'attendais à devoir négocier âprement. Une victoire, rapide et inattendue. Dans le taxi qui me ramenait à l'aéroport, j'ai eu l'idée. J'ai pensé faire une surprise à Richard. 20 ans de mariage, et j'avais encore ces élans romantiques. Le concierge a souri en me voyant. « Madame Hélène, quelle bonne surprise. Monsieur Richard n'a pas mentionné votre retour aujourd'hui. » Bien sûr qu'il ne l'a pas mentionné. Il ne le savait pas. C'était le but de la surprise. L'ascenseur privé nous a conduits directement à notre appartement au dernier étage, un privilège pour lequel nous payons un supplément au syndic, mais que Richard insistait pour dire valoir chaque centime. « L'intimité n'a pas de prix, Hélène », disait-il souvent. J'allais maintenant comprendre la vraie valeur de cette intimité pour lui. Lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans l'air. Un parfum. Ce n'était pas le mien, certainement pas. Il était trop sucré, presque écœurant. Bon marché. Le genre de fragrance que je n'achèterais jamais. Quelque chose qu'on achèterait dans une pharmacie, pas dans une parfumerie de luxe. Pendant un instant, j'ai pensé que peut-être la femme de ménage avait amené une amie, bien que cela soit contraire à nos règles. Mais c'était mercredi, et Madame Zélie ne venait que les lundis, mercredis et vendredis. Une pensée m'a traversé l'esprit, mais je l'ai immédiatement écartée. Non, Richard ne ferait jamais ça. J'ai posé ma mallette en cuir italien par terre, silencieusement. Mes escarpins loup-boutin n'ont fait aucun bruit sur le tapis persan qui décorait notre hall d'entrée. Ce tapis, je m'en souviens bien, avait été acheté lors de notre voyage au Maroc pour célébrer nos 10 ans de mariage. Richard avait provoqué le vendeur pendant des heures, marchandant comme si nous étions en difficulté financière, juste pour le plaisir de conclure une bonne affaire. À la fin, nous avons payé un prix qui pour nous était insignifiant, mais qui soutiendrait probablement la famille du vendeur pendant des mois. C'est alors que j'ai entendu des rires. L'un était de Richard, reconnaissable entre 1000 après tant d'années. Ce rire grave, légèrement rauque, qui me faisait toujours sourire. L'autre, féminin, jeune, inconnu. Ou peut-être pas si inconnu que ça. J'ai suivi les sons comme si j'étais en transe. Le couloir qui menait à notre chambre ne m'avait jamais semblé aussi long. Sur les murs, nos photos, notre lune de miel à Venise, le safari en Afrique que nous avons fait pour nos 5 ans ensemble, le voyage au Japon pour célébrer ma promotion au poste de PDG. Des souvenirs d'une vie que je croyais réelle, mais qui maintenant ressemblait à une illusion élaborée. Et là, ils étaient là, dans notre lit, dans les draps en soie égyptienne que j'avais rapportés de mon dernier voyage à Dubaï. Richard avait appelé au milieu du voyage. « Rapporte ces draps bleus, ma chérie. Tu sais comme j'aime la sensation de la soie sur la peau. » Oui, maintenant je savais exactement pourquoi. Clara, ma secrétaire, 25 ans, cheveux blonds, corps sculptural qu'elle tenait à mettre en évidence avec des
vêtements trop moulants pour le milieu professionnel. Je l'avais embauchée contre mon intuition, sur l'insistance de Richard. Elle a un excellent CV, ma chérie. Nous devons donner des opportunités aux jeunes talents. Jeunes talents. Maintenant, je comprenais quel genre de talent il avait identifié. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait de scène. Quelque chose en moi, peut-être le même instinct qui m'a fait atteindre le poste de PDG d'une multinationale, m'a dit de reculer, d'observer, de planifier, d'agir au bon moment. L'Hélène émotive voulait faire irruption dans la chambre, crier, arracher chaque mèche blonde de cette jeune tête, jeter les vêtements de Richard par la fenêtre comme dans les scènes clichés des films. Mais l'Hélène cadre, la stratège, savait que cela ne ferait que me désavantager, et c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée à l'ascenseur, je suis descendue, et je suis allée dans un hôtel, l'Hyatt, où nous séjournions toujours lorsque nous rénovions l'appartement. Le réceptionniste m'a reconnue. « Madame Mendes, quelle surprise! Nous n'avons pas de réservation à votre nom pour aujourd'hui. » J'ai forcé un sourire. « Décision de dernière minute, Charles. Avez-vous une suite disponible ?» Bien sûr qu'ils en avaient. Ils en avaient toujours, pour des clients comme nous. Cette nuit-là, en fixant le plafond de la chambre impersonnelle, j'ai senti comme si un abîme s'était ouvert sous mes pieds. 20 ans gâchés. Pendant un instant, j'ai pensé à tous les voyages annulés parce qu'il devait travailler. Au dîner où il répondait à des appels urgents du bureau. Aux nuits où il rentrait tard en sentant le parfum. Mais je le croyais quand il disait que c'était juste l'odeur du taxi. Aux conférences où il insistait pour que Clara l'accompagne, pour prendre des notes. Combien d'autres y en avait-il eu avant elle? Combien d'autres secrétaires, assistantes, stagiaires? Serait-ce le premier cas ou seulement le premier que j'ai découvert? Comment ai-je pu être aussi aveugle? La femme d'affaires à succès, connue pour sa perspicacité dans les affaires, n'a pas réussi à voir la trahison se produire sous son nez. L'ironie était palpable. J'ai presque pu entendre les rires des épouses des autres cadres. Elle arrive à identifier une entreprise au bord de la faillite pour l'acheter pour une bouchée de pain, mais elle n'a pas vu que son mari la trompait avec sa secrétaire. Le cliché m'humiliait encore plus. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pleuré le temps perdu, la confiance trahie, l'avenir que j'avais imaginé et qui maintenant se désintégrait comme un château de sable emporté par la marée. J'ai pleuré la femme naïve que j'avais été, la sotte qui a cru aux excuses bidons, aux prétextes évidents. Ensuite, j'ai séché mon visage et j'ai commencé à réfléchir comme la femme d'affaires que j'ai toujours été. Stratégie. Preuve. Résultat. Je suis rentrée à la maison le lendemain matin comme si de rien n'était. Richard était dans la cuisine, en train de prendre son café, de lire le journal comme d'habitude. Il portait le peignoir en soie que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Il a levé les yeux quand je suis entrée, surpris. Pendant un instant, j'ai vu la panique traverser son regard, rapidement remplacée par un sourire forcé. « Hélène, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu rentrais aujourd'hui? Je serais allée te chercher à l'aéroport. » Il m'a embrassée sur le front, avec désinvolture, comme s'il n'avait pas été entre les jambes d'une autre femme la nuit précédente. Son haleine mentholée ne parvenait pas à masquer complètement l'odeur de whisky. Il buvait toujours du whisky après le sexe. Un autre détail qui prenait maintenant tout son sens. « C'était une décision de dernière minute », ai-je répondu en me servant un café. Mes mains tremblaient légèrement, mais il ne l'a pas remarqué. Il ne remarquait jamais ces détails. La réunion s'est terminée plus tôt que prévu. J'ai décidé de passer la nuit à l'Hyatt pour ne pas te déranger en rentrant tard. Tu ne me déranges jamais, ma chérie. Son ton était si convaincant que, pendant un instant, j'ai presque cru. « Et comment s'est passée la réunion ?» a-t-il demandé en retournant à son journal. « Elle a été productive », ai-je répondu. « Nous avons conclu le contrat. » Et ainsi a commencé le théâtre. Pendant 3 mois, j'ai maintenu les apparences. J'ai souri lors des dîners d'affaires, portant ma quartier préférée, tandis qu'à l'intérieur je calculais chaque étape de mon plan. Cette montre, ironiquement, avait été un cadeau de Richard pour notre anniversaire de mariage de l'année dernière. « Pour la femme qui connaît toujours la valeur du temps », avait-il dit en me tendant la boîte rouge caractéristique. Je me demandais maintenant combien de mon temps précieux il avait gaspillé avec ses mensonges. J'ai engagé un détective. Privé, un homme discret et efficace qui m'avait été recommandé par mon avocate, Marianne, la seule personne à qui j'ai fait confiance pour partager ma situation. « Ne fais rien de précipité », m'a-t-elle conseillé.
ses yeux expérimentés m'analysant par-dessus ses lunettes à monture italienne. Rassemble des preuves. Documente tout. Tu dois être préparé s'il conteste le partage des biens. Des biens. Toute une vie réduite à des actifs et des passifs à diviser. Comme une entreprise en liquidation. Les mercredis sont devenus un rituel torturant. C'est là que Richard disait avoir des réunions tardives, et je faisais semblant de le croire. Certaines de ces nuits-là, je m'enfermais dans la salle de bain et pleurais silencieusement, l'eau de la douche étouffant mes sanglots. D'autres, je m'asseyais dans le bureau à la maison, buvant un verre de vin rouge, en examinant les dernières photos envoyées par le détective. Le détective m'envoyait des photos. Eux au restaurant que nous fréquentions, eux entrant dans des hôtels de passe, eux se promenant main dans la main dans un centre commercial loin de chez nous, comme s'ils étaient un couple normal. La dernière catégorie était celle qui me blessait le plus. Ce n'était pas seulement du sexe, réalisais-je. Il y avait une intimité quotidienne que Richard et moi ne partagions plus depuis des années. À quand remontait la dernière fois que nous nous étions promenés main dans la main dans un centre commercial? À quand remontait la dernière fois que nous avions ri aux éclats ensemble, comme il le faisait sur les photos? Nos rencontres étaient devenues fonctionnelles, pratiques, comme des réunions d'affaires avec des ordres du jour prédéfinis. Sexe efficace et sans surprise les mardis et vendredis soirs. Brunch le dimanche avec des amis triés sur le volet. Théâtre une fois par mois. Une vie méticuleusement organisée qui se révélait maintenant vide. J'ai commencé à remarquer les cadeaux coûteux que Richard lui offrait. Des sacs, des bijoux, des choses que je réalisais maintenant être achetées avec l'argent que j'aidais aussi à gagner. Sur l'une des photos, elle portait un collier de diamants identique à celui qu'il m'avait offert pour nos 15 ans de mariage. Pièce unique, avait-il dit. Dessiné spécialement pour toi. Encore un mensonge. Pendant ce temps, j'ai dû gérer le lancement d'une nouvelle gamme de produits dans l'entreprise. Des nuits blanches, la pression des actionnaires, une concurrence acharnée. Mon monde s'écroulait à la maison et je devais garder mon sang-froid lors des réunions de direction. Hélène est rayonnante aujourd'hui, a commenté l'un des directeurs, après une présentation particulièrement réussie. Il ignorait que j'avais pris un anxiolytique et bu 2 tasses de café fort pour pouvoir fonctionner ce jour-là, après une nuit entière à pleurer. J'ai développé de l'insomnie, des cernes, profonds, que même le meilleur correcteur ne parvenait pas à masquer complètement. J'ai perdu 5 kilos. Un amaigrissement que mes collègues enviaient, sans savoir qu'il était le fruit de l'angoisse qui m'empêchait d'avaler autre chose que le strict minimum pour survivre. Quel est ton régime, Hélène? Tu es superbe. L'ironie de la vie. Je n'ai jamais reçu autant de compliments que pendant cette période où je me sentais brisée de l'intérieur. J'ai commencé à remettre en question tous mes choix. Qui étais-je au-delà de la femme de Richard? Au-delà de la PDG de l'entreprise? J'avais construit mon identité autour de ces 2 rôles, et maintenant l'un d'eux se révélait être une imposture. Dans les moments les plus sombres, je remettais même en question ma compétence professionnelle. Si j'avais été si facilement trompée dans ma vie personnelle, serais-je vraiment aussi perspicace dans les affaires que je le croyais? Après 3 mois à accumuler des preuves, j'ai choisi un mercredi pour la confrontation. J'ai tout préparé méticuleusement. J'ai annulé toutes mes réunions, ce que je faisais rarement. « Madame Hélène va bien ?» a demandé ma nouvelle. Secrétaire, embauchée après que Clara ait commencé à s'absenter mystérieusement du travail, probablement lors de ses rendez-vous avec Richard. « Je vais très bien, Denise. J'ai juste besoin de régler quelques affaires personnelles. J'ai renvoyé la femme de ménage, inventant une histoire de surprise que je préparais pour Richard. Madame Zélie a souri, complice. « Je comprends, Madame Hélène. Monsieur Richard va être très content. » La naïveté de cette femme, qui travaillait avec nous depuis 15 ans, m'a presque fait de la peine. Elle croyait vraiment que nous étions le couple parfait que nous faisions semblant d'être. J'ai posé les photos dans un dossier sur notre table à manger en acajou importé d'Italie. Je me suis souvenu de l'époque où nous avions acheté cette table, lors d'un voyage à Milan. Richard avait insisté sur le fait que c'était un investissement pour l'avenir. Imagine tous les merveilleux dîners que nous aurons ici, Hélène. Nos enfants et petits-enfants se réuniront un jour autour de cette table. Les enfants ne sont jamais venus. Il y avait toujours une raison de remettre à plus tard. Je devais m'établir dans ma carrière. Ensuite, il était impliqué dans une affaire importante. Puis, j'ai été promue PDG et je devais faire mes preuves. Lorsque nous avons finalement décidé d'essayer, mon corps a refusé de coopérer.
Des traitements de fertilité qui n'ont pas fonctionné, des médecins qui ont suggéré que c'était peut-être le stress, une adoption qui a été envisagée, puis écartée parce que nous n'aurions pas le temps d'accorder l'attention nécessaire à un enfant ayant des besoins spéciaux. Et maintenant, cette table qui aurait dû témoigner de l'évolution d'une famille allait servir à l'effondrement final de ce qu'il en restait. Quand Richard est arrivé, plus tard que d'habitude, j'étais assise à table, sans maquillage, sans bijoux, juste moi, dépouillée d'artifice, avec la réalité brute devant moi. Mes cheveux, normalement impeccablement coiffés, étaient attachés en un chignon négligé. Je portais un vieux t-shirt et un pantalon de survêtement, des vêtements que je ne mettais que lorsque j'étais malade. D'une certaine manière, c'était le cas. Malade de trahison, de mensonges, de désillusion. Il faut qu'on parle, ai-je dit, avec un calme que je ne me connaissais pas. Il a essayé de dissimuler sa nervosité. Il a posé sa mallette en cuir par terre, a desserré sa cravate, des gestes que je connaissais si bien après 2 décennies ensemble. Bien sûr, ma chérie. Un problème à l'entreprise ? Non. Le problème est ici. J'ai poussé le dossier vers lui. Quand il l'a ouvert et a vu les photos, son visage a pâli. La première montrait Clara et lui entrant dans un hôtel de passe dans le sud de la ville. La deuxième, eux dînant aux chandelles dans notre restaurant préféré. La troisième, la plus douloureuse, eux s'embrassant sur un banc dans un parc, comme des adolescents amoureux. Je m'attendais à des cris, des dénégations, des excuses élaborées. La dénégation est toujours la première étape, m'avait dit Marianne, qui avait vécu quelque chose de similaire des années auparavant. Il va dire que les photos ont été manipulées, que ce n'est pas ce que ça paraît, que tu es folle. J'avais préparé des réponses pour chacune de ces possibilités, mais ce que j'ai reçu, c'est une confession immédiate. « Pardonne-moi », a-t-il dit, les larmes aux yeux, des larmes qui semblaient insincères. C'était un moment de faiblesse, qui s'est transformé en obsession. Ça ne signifie rien. Tu es la femme de ma vie. À ce moment-là, quelque chose m'a semblé étrange. La confession trop rapide, les excuses trop prêtes, comme une négociation où l'autre partie cède trop facilement, cela a déclenché une alerte dans mon esprit entraînée à détecter les failles. « Appelle-la », ai-je ordonné. « Maintenant, termine tout devant moi. » Il a hésité, mais a pris son téléphone portable. Sa main tremblait légèrement. J'ai pu voir son nom à l'écran. Clara travaille, si prévisible. Il a mis le haut-parleur. Sa voix a répondu, joyeuse. « Salut, mon amour. » Ce mot, Samour, a été comme un coup de couteau. Il n'y avait pas que le sexe. Il y avait de l'affection, de l'intimité. Les photos ne mentaient pas. « Clara », a-t-il commencé. Sa voix était tendue, presque méconnaissable. « Nous ne pouvons plus nous voir. Ma femme, elle a tout découvert. » Le silence de l'autre côté a été assourdissant. Puis, il y a eu l'explosion. Pas de colère, mais de pleurs. Des pleurs désespérés qui semblaient venir du plus profond de son être. « Tu ne peux pas me faire ça », a-t-elle sangloté. « Pas maintenant, pas avec le bébé. » Ce mot, « bébé », a résonné dans l'appartement élégamment décoré de pièces d'art contemporain français. Des tableaux coûteux que nous avions acquis ensemble lors de ventes aux enchères caritatives. Investissement et philanthropie en même temps, disait souvent Richard. J'ai senti comme si l'air avait été aspiré de la pièce, comme si les murs se refermaient sur moi. « Quel bébé ?» ai-je demandé, ma voix frôlant l'hystérie pour... La première fois. Richard a raccroché brusquement. « J'allais te le dire », a-t-il bafouillé. « Je jure que j'allais te le dire. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Ou plutôt, je n'ai pas dormi. Je suis restée à fixer le plafond, essayant d'absorber que mon mari non seulement me trompait, mais qu'il allait avoir un enfant avec une autre femme, avec ma secrétaire. À un moment donné de l'aube, je me suis levée et j'ai vomi violemment. Mon corps rejetait physiquement la vérité que mon esprit essayait encore de traiter. L'humiliation était insupportable. Pire encore serait quand la nouvelle se répandrait. Notre communauté est petite. L'élite de la ville fréquente les mêmes endroits, les mêmes événements caritatifs, les mêmes clubs exclusifs. Les commérages commençaient déjà à circuler. Clara avait commencé à afficher un petit ventre, quelque chose qui ne passerait pas inaperçu très longtemps. Au country club, où je suis membre du conseil, les regards des autres femmes oscillaient entre la pitié et une satisfaction mal dissimulée. Elles ont toujours envié ma vie apparemment parfaite,
Le mari prospère, la carrière brillante, les voyages internationaux, les vêtements de marque. Maintenant, elles avaient quelque chose à commenter pendant leur thé de l'après-midi. « Tu as entendu parler d'Hélène ? Son mari l'a trompée avec sa secrétaire et la fille est enceinte. » Quel cliché, n'est-ce pas ? Un cliché, c'est ce que ma vie était devenue. Un de ces après-midi au club, alors que je nageais dans la piscine olympique en essayant de fatiguer suffisamment mon corps pour pouvoir dormir quelques heures, j'ai entendu 2 femmes parler sans remarquer ma présence. On dit qu'il était avec elle depuis plus d'1 an. Et Hélène, sans rien soupçonner, la pauvre, celle-là était trop occupée avec sa carrière pour s'occuper de son mari. Si tu n'arroses pas ton jardin, ma chère, quelqu'un d'autre le fera pour toi. J'ai émergé de l'eau, juste devant elle. Leurs visages ont rougi de honte en me voyant. « Bonjour, mesdames », ai-je dit avec un sourire glacial. « Belle journée pour les commérages, n'est-ce pas ?» Je suis sortie de la piscine avec la dignité que j'ai pu rassembler. Mais dès que je suis entrée dans le vestiaire, j'ai fondu en larmes. J'ai entamé la procédure de divorce. Richard a supplié que nous essayions de nouveau, a dit qu'il renverrait Clara, qu'il ne la reverrait plus jamais. C'était une erreur, Hélène, une terrible erreur. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Et le bébé ? Ai-je demandé. Tu vas aussi le renvoyer ? Il n'avait pas de réponse à cela. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait une. Mais comment ? Faire confiance à quelqu'un qui a mené une double vie pendant des mois ? Des années, peut-être ? Pendant les 6 mois suivants, je me suis plongée dans le travail comme jamais auparavant. Nous avons lancé la nouvelle gamme de produits, qui a connu un succès au-delà de nos espérances. Extérieurement, je semblais inébranlable. La femme d'affaires à succès qui a surmonté un divorce scandaleux et a même augmenté les bénéfices de l'entreprise de 30%. J'ai fait la couverture du principal magazine économique, Hélène Mendès. Comment transformer une crise personnelle en succès entrepreneurial. L'ironie ne m'a pas échappé. L'article parlait de résilience et de capacité à séparer le personnel du professionnel, comme si ma vie était utilisée comme une étude de cas motivante. Intérieurement, j'étais en miettes. De petits rituels sont devenus impossibles. Je ne pouvais pas écouter notre musique sans pleurer. Je ne pouvais pas passer devant les restaurants que nous fréquentions sans avoir la nausée. Même regarder certains films, ceux que nous avions vus ensemble, que nous citions entre nous comme des blagues privées, est devenu trop douloureux. C'est alors que j'ai reçu un appel anonyme, une voix féminine que je n'ai pas reconnue. « Madame Hélène, tout n'est pas ce qu'il paraît. Avant de finaliser votre divorce, vous devriez enquêter davantage. Demandez un test ADN. Qui est à l'appareil ? Ai-je exigé de savoir. Quelqu'un qui connaît la vérité sur Clara et votre mari. L'appel a été interrompu, me laissant avec plus de questions que de réponses. Un test ADN ? Pourquoi faire ? La paternité semblait évidente. Mais cette voix a éveillé une curiosité qui m'a empêchée de dormir. J'ai commencé à enquêter sur le passé de Clara. Le détective que j'avais engagé auparavant a retracé ses origines jusqu'à un orphelinat en province. Coïncidence, ou peut-être pas si coïncidence, dans la même petite ville où Richard passait ses étés de jeunesse dans la ferme de ses grands-parents. C'est vraiment intéressant, a commenté le détective en me remettant le rapport. Mademoiselle Clara a été déposée à l'orphelinat alors qu'elle n'avait que quelques jours, sans identification de la mère. Le seul document était un acte de naissance avec le nom qu'elle porte encore aujourd'hui. J'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Les dates coïncidaient parfaitement. Richard avait 18 ans lorsqu'il a fréquenté la ville pour la dernière fois, avant d'aller à l'université. Clara est née 9 mois plus tard. Serait-ce possible ? L'idée était si absurde que j'ai hésité à l'envisager. Les secrets de la famille de Richard ont toujours été soigneusement gardés. Son père, un juge de renom, était connu pour sa rigueur morale en public, bien que les rumeurs sur ses aventures extra-conjugales abondaient dans les cercles sociaux. Comme dit le proverbe, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais plus j'enquêtais, plus cela avait de sens. La façon dont Richard l'a embauchée rapidement, ignorant des candidates plus qualifiées. La confession trop facile, comme s'il était soulagé d'être découvert. Le désespoir de terminer la procédure, de divorce avant la naissance de l'enfant. 9 mois, après avoir découvert la trahison, nous étions à une audience de divorce lorsque j'ai demandé un test ADN pour le bébé qui venait de naître. Richard est devenu livide. « C'est absurde », a-t-il protesté. « Une violation de la vie privée. » Ah ça tient.
Réaction exagérée n'a fait que confirmer mes soupçons. Le juge, un vieil ami du père de Richard, semblait enclin à rejeter ma demande. Mais mon avocate a été implacable. Votre honneur, le test est fondamental pour déterminer les questions de pension alimentaire et d'héritage. Si le défendeur n'a rien à cacher, il ne devrait pas s'y opposer. Le juge, à contre-cœur, a ordonné le test. 2 semaines plus tard, nous avions les résultats. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, mes mains tremblaient. Richard n'était pas le père de l'enfant. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que le laboratoire a classé comme anomalie statistique. Il existait une forte probabilité de parenté entre Richard et Clara. Pas de père à fille, comme je le soupçonnais, mais de frère à sœur. Frère et sœur. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. J'ai confronté Richard avec les résultats. Dans notre appartement, déjà partiellement vidé pour la vente qui faisait partie de l'accord de divorce. Les murs nus, les espaces vides laissés par les meubles qui avaient déjà été enlevés, créaient une atmosphère fantomatique appropriée à la conversation surréaliste que nous étions sur le point d'avoir. Il s'est effondré. Entre 2 sanglots, il a avoué que ses parents avaient eu une fille hors mariage, fruit d'une aventure de son père avec une employée de la ferme. La jeune fille, à peine 16 ans, a été envoyée loin dès que la grossesse a été découverte. L'enfant a été placé dans un orphelinat avec un généreux Dunn pour garder l'affaire secrète. Il avait toujours su l'existence de cette sœur, mais ne l'avait jamais cherchée. L'accord familial était de ne jamais mentionner cette honte. Mon père disait que c'était pour le bien de tout le monde, qu'elle aurait une meilleure vie loin de nous, qu'elle serait adoptée par une bonne famille. Sa voix était étranglée. J'y ai cru pendant des années. Ou peut-être ai-je juste choisi d'y croire parce que c'était plus pratique. Clara, en enquêtant sur ses origines à travers les registres de l'orphelinat, a découvert la vérité. Mais au lieu de chercher directement sa famille, elle a planifié une vengeance élaborée. Elle a obtenu le poste de secrétaire pour se rapprocher du frère qui ne l'avait jamais reconnu et a ensuite simulé une liaison pour détruire son mariage. Le vrai père du bébé, le cousin de Richard, avec qui Clara s'est impliquée pendant qu'elle exécutait son plan. Léonard, ai-je demandé, incrédule. Léonard, le cousin fêtard de Richard, qui faisait toujours des blagues inappropriées lors des déjeuners du dimanche et flirtait ouvertement avec toutes les femmes présentes, y compris moi. Il sait qu'il est le père, il le sait, et il est terrifié. Tu connais Léo, il n'a jamais voulu de responsabilité. Quand j'ai confronté Clara, elle a d'abord nié. Je l'ai invitée à prendre un café dans un endroit neutre, loin des regards curieux. Elle est arrivée sur la défensive, son petit ventre maintenant plus apparent sous sa robe ample. « Pourquoi m'avez-vous appelé ici ?» a-t-elle demandé, le ton hostile. J'ai poussé les résultats du test sur la table. Elle a regardé, d'abord confuse, puis avec une compréhension croissante. Son visage pâle m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. « Je ne vais pas appeler la police », ai-je dit calmement. « Pas pour vous, mais pour Richard, et pour le bébé innocent dans toute cette histoire. Mais je veux la vérité. Maintenant, face aux preuves. » Elle a fini par avouer. « Ils m'ont abandonnée comme si j'étais un déchet », a-t-elle dit avec amertume. Des larmes coulaient sur son visage, brouillant son maquillage soigneusement appliqué. J'ai grandi sans famille pendant que vous aviez tout. J'ai cru qu'il savait qui j'étais quand il m'a embauchée. J'ai pensé qu'il m'avait enfin reconnue comme sa sœur, mais il n'a même pas soupçonné. Alors j'ai décidé de lui faire perdre ce à quoi il tenait le plus, vous. Il n'y a jamais eu de liaison, ai-je demandé, essayant encore de tout comprendre. Bien sûr que non. L'indignation dans sa voix semblait sincère. C'est mon frère. Nous avons juste mis en scène. Les photos que votre détective a prises, nous avons soigneusement choisi les lieux, sachant qu'il nous suivrait. Nous sommes entrés dans l'hôtel de passe, mais nous sommes sortis par la porte de derrière, après avoir payé quelques heures. Les baisers n'étaient que pour les caméras, toujours dans des endroits où nous savions que nous serions vus. Et le bébé ? Son regard s'est baissé. Léonard, c'est arrivé pour de vrai. Ce n'était pas prévu. Il est apparu la nuit, où je célébrais une nouvelle étape réussie du plan. Nous avons trop bu, une chose en entraînant une autre. Quand j'ai découvert la grossesse, il était trop tard pour faire machine arrière. Alors j'ai adapté le plan. La grossesse serait le coup de grâce. Cette révélation fracassante m'a laissé étourdi. Ce qui semblait être une banale affaire d'infidélité s'est révélé être une intrigue familiale complexe de vengeance.
Je suis sortie de ce café en essayant de tout comprendre. Les rues de la ville me semblaient étranges, comme si j'étais dans un endroit inconnu. Les gens marchaient, parlaient, vivaient leur vie normale tandis que mon monde avait été complètement bouleversé. Le choc de la découverte emplissait chaque recoin de cet appartement, où j'avais vécu 2 décennies d'une vie qui me semblait maintenant une complète imposture. Les nuits les plus solitaires, je m'asseyais sur le balcon avec un verre de vin, regardant les lumières de la ville et essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Tant de secrets, tant de mensonges, tant de dommages transmis de génération en génération. Dans ces moments de contemplation, j'ai découvert une étrange paix en sachant que Richard ne m'avait jamais réellement trompé. Aussi bizarre que soit la situation, ce petit détail m'aidait à dormir la nuit. 2 décennies de mariage n'avaient pas été complètement un mensonge, seulement partiellement. Alors que tout semblait enfin se calmer, j'ai trouvé des messages sur l'ordinateur de Richard. J'étais en train d'organiser des fichiers pour la transaction immobilière de notre appartement lorsque j'ai ouvert un dossier apparemment inoffensif intitulé « Documents personnels ». Parmi les contrats et les justificatifs fiscaux, j'ai trouvé un sous-dossier appelé C. À l'intérieur, des dizaines d'emails échangés entre lui et Clara au cours des 2 dernières années. Des messages qui révélaient qu'il connaissait la vérité depuis le début. Il avait reconnu Clara au moment où elle avait postulé pour le poste. Sa photo sur son CV lui avait immédiatement rappelé l'employée que son père avait mise enceinte. Les mêmes yeux, la même forme de visage. Il avait discrètement enquêté et confirmé ses soupçons, mais n'avait pas eu le courage de dire la vérité à qui que ce soit, pas même à moi. Toute la trahison avait été mise en scène pour que je la découvre, car il n'avait pas le courage de révéler directement son passé familial. « Tu ne me pardonnerais jamais de t'avoir caché quelque chose comme ça pendant tant d'années », disait-il dans l'un des emails. « Il vaut mieux que tu me haïsses pour quelque chose que je n'ai pas fait que pour l'omission que j'ai effectivement commise. » Une logique tordue, mais qui avait d'une certaine manière un sens dans l'univers de secrets dans lequel il avait été élevé. Préserver les apparences à tout prix était le mantra de la famille Mendes. Détruite par cette nouvelle couche de mensonges, j'ai décidé que j'avais besoin d'espace pour tout digérer. Je me suis retirée dans notre maison de campagne, celle que Richard visitait rarement, car il la trouvait trop isolée. Entourée de vignes qui avaient toujours été mon refuge, loin des regards curieux et des chuchotements incessants, j'ai trouvé un peu de paix. L'arôme des raisins mûrs et le chant des oiseaux m'ont aidé à retrouver un peu de calme au milieu du chaos émotionnel. J'ai passé des jours à marcher parmi les vignes, à observer le travail des employés, à redécouvrir le plaisir des petites choses, le lever du soleil sur les montagnes, le goût d'un café fraîchement préparé, le vin produit avec les raisins de la propriété, mis en bouteille il y a 5 ans et maintenant parfaitement mûri. Pendant cette période d'isolement, j'ai découvert plus de détails sur toute l'histoire. Léonard, le cousin de Richard, m'a contacté. Il était nerveux, décoiffé, loin de l'image du playboy insouciant qu'il avait toujours cultivé. « Il faut que vous sachiez que je n'étais au courant de rien », a-t-il dit, assis inconfortablement sur la véranda de la maison de campagne. « Qu'elle soit. Vous voyez, la sœur de Richard, ai-je complété. Oui, ça. » Il a avalé sa salive. J'ai rencontré Clara lors d'une fête. Je l'ai trouvée incroyable. Une des femmes les plus intéressantes que j'ai jamais rencontrées. Ce n'est qu'après, quand elle m'a raconté le plan, que j'ai été choquée. Mais le bébé était déjà en route. Ses yeux se sont remplis de larmes. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir sur ce visage toujours sarcastique. Je vais assumer, Hélène. Je ne suis pas le salaud que tout le monde pense. Lors de ces conversations, j'ai découvert que Clara avait également été manipulée. Elle croyait vraiment exécuter un plan de vengeance contre le frère qui ne l'avait jamais cherché, sans savoir qu'il avait tout orchestré pour que la vérité éclate sans qu'il ait à l'assumer. Typique de Richard, ai-je commenté avec amertume, toujours laissant les autres faire le sale boulot à sa place. Léonard a acquiescé. Il a toujours été comme ça, depuis l'enfance. Tu te souviens de cette fois où nous avons cassé le vase chinois de tante Bérénice ? Il m'a convaincu de prendre toute la responsabilité, promettant de partager avec moi l'argent qu'il gagnerait pour son anniversaire. Je n'ai jamais reçu un centime. 15 mois après la découverte initiale, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai organisé un dîner réunissant toutes les personnes impliquées. Richard, Clara, Léonard et le bébé, qui avait maintenant presque 1 an. J'ai engagé une équipe de traiteurs pour servir dans le jardin de la maison de campagne
car l'environnement neutre me semblait plus approprié pour ce que j'avais en tête. Autour de la table que j'avais fait installer sous les oliviers, des arbres que j'avais plantés lorsque nous avions acheté la propriété et qui étaient maintenant forts et feuillus, j'ai proposé un nouveau départ basé sur la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Nous avons vécu des décennies de mensonges, ai-je dit, tandis que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, teignant le ciel d'orange et de rose. Tous bien intentionnés, tous destructeurs. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider de ce que sera l'avenir. Richard semblait plus petit d'une certaine manière, comme si le poids des secrets qu'il avait portés pendant si longtemps avait comprimé sa présence physique. Clara était visiblement nerveuse, ajustant constamment la robe simple qu'elle portait. Léonard tenait le bébé avec une affection sincère qu'il n'avait jamais manifestée pour rien auparavant. « Qu'est-ce que vous proposez exactement ?» a demandé Richard, sa voix prudente. « La transparence, l'acceptation, un nouveau type de famille. » J'ai regardé le bébé, un garçon potelé avec les yeux de Clara et le menton têtu des Mendes. Cet enfant mérite de grandir en connaissant sa véritable histoire, pas entouré de secrets et de honte comme ce fut le cas pour Clara. Je ne suis pas retournée avec Richard. Notre mariage était irrémédiablement brisé, non pas par la trahison qui n'a jamais vraiment existé, mais par les mensonges qui ont soutenu notre relation. La confiance, une fois perdue, est comme un vase de cristal brisé. On peut recoller les morceaux, mais les fissures resteront toujours visibles. Cependant, nous avons construit une relation de respect. Il a finalement reconnu Clara comme sa sœur publiquement, affrontant la colère de son père et le choc de la société. Le scandale a été inévitable, mais nous l'avons affronté ensemble, chacun à sa manière. Richard a démissionné de la présidence du cabinet d'avocats et a décidé de se consacrer à des causes pro bono, en particulier les cas d'enfants abandonnés. Une forme de rédemption, peut-être, ou simplement la reconnaissance tardive que certaines choses sont plus importantes que les apparences et le statut social. J'ai développé une amitié inattendue avec Clara. La femme que j'ai haïe pour avoir détruit mon mariage est devenue une alliée. Elle était talentueuse, déterminée, des caractéristiques que j'ai reconnues en moi. Après de longues conversations, j'ai décidé que son talent ne devait pas être gaspillé à cause du passé. Je l'ai gardé dans l'entreprise, mais dans un autre département, où son potentiel a éclos sans l'ombre constante de notre historique compliqué. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» m'a-t-elle demandé un jour, confuse par ma générosité. « Je ne le fais pas pour vous, » ai-je répondu honnêtement. « Je le fais pour la femme que je veux être, quelqu'un qui ne se laisse pas consumer par l'amertume ou le ressentiment. Le bébé, Michel, est devenu une partie de ma vie, non pas comme le symbole de la trahison, mais comme l'opportunité de construire de nouveaux types de liens familiaux. Il m'appelait tante, et j'ai découvert une tendresse que je ne savais pas posséder. Les week-ends qu'il passait avec moi à la maison de campagne, je l'emmenais découvrir les vignes. Je lui apprenais à distinguer les différents types de raisins. Je lui racontais des histoires sur les oliviers. « Ces arbres sont plus vieux que toi », disais-je, tandis qu'il regardait avec émerveillement les branches tordues. « Mais plus jeune que moi. Tante Hélène est vieille », concluait-il, avec la logique implacable des jeunes enfants, me faisant rire. À la fête des 2 ans de Michel, organisée dans le jardin de la maison où je vis maintenant seule, tout le monde était présent. Richard et sa nouvelle petite amie, une professeure d'université qui semblait sincèrement l'apprécier pour ce qu'il était, pas pour le statut qu'il représentait, Clara et Léonard, qui formaient dès maintenant un couple étonnamment fonctionnel, lui ayant mûri avec la paternité, elle ayant enfin trouvé un lieu d'appartenance. Des amis et de la famille qui ont surmonté le choc initial et ont accepté notre nouvelle configuration familiale particulière. En regardant le soleil se coucher sur les montagnes qui entourent la ville, j'ai réalisé que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, offre une liberté que des décennies de mensonges bien intentionnés ne pourraient jamais procurer. Il y a une légèreté à ne plus avoir à maintenir les apparences, à ne plus avoir à se souvenir de quels mensonges on a raconté à qui. À 47 ans, j'ai redécouvert qui je suis au-delà des rôles que j'ai joués. Je ne suis pas seulement l'ex-femme de Richard ou la PDG de l'entreprise. Je suis Hélène, une femme qui a traversé le feu et en est ressortie plus forte, plus sage, plus complète. Les gens parlent encore, bien sûr. Lors des événements, caritatifs, dans les clubs exclusifs, dans les restaurants chics. Certains avec admiration pour la façon dont j'ai géré tout cela, d'autres avec cette même satisfaction malicieuse qu'ils ont toujours eue. Les regards,
Les chuchotements derrière les éventails ou les coupes de champagne. Les conversations qui s'interrompent quand j'entre dans une pièce. Cela ne me dérange plus. Comment avez-vous fait pour pardonner ? Me demande-t-on souvent. Ce n'est pas vraiment du pardon, j'explique. C'est de l'acceptation. L'acceptation que les gens sont complexes, que les familles ont des secrets, que l'amour et la haine naissent souvent des mêmes racines profondes. Garder rancune, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure, dis-je, citant une phrase que j'ai lue quelque part et qui est devenue mon mantra. J'ai choisi de ne pas m'empoisonner. Parfois, quand je suis seule sur mon balcon, savourant un verre du vin produit dans mes propres vignes, je pense à l'imprévisibilité de la vie. Si ce mercredi d'automne n'avait pas existé, je vivrais encore un mensonge confortable. Cela aurait-il été mieux ? Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que je vis maintenant dans la vérité. Une vérité que nous avons construite ensemble. Richard, Clara, moi, toutes les personnes impliquées dans cette histoire improbable. Une vérité qui a coûté des larmes et des nuits blanches, mais qui nous a permis à tous de grandir. Richard a finalement assumé la responsabilité de ses secrets de famille. Il a confronté son père, qui a d'abord tout nié, mais a finalement dû céder face aux preuves. Le vieux juge, si respecté en public, si imparfait en privé, semblait plus petit à chaque nouvelle rencontre. Le poids de l'âge et des mensonges, le rattrapant finalement. Clara a trouvé l'endroit auquel elle appartient. Plus l'enfant abandonné, plus la secrétaire vengeresse, mais une femme avec sa propre identité, une professionnelle compétente, une mère dévouée. Elle a développé un programme de mentorat pour les jeunes orphelins au sein de l'entreprise, transformant sa douleur en quelque chose de productif. J'ai découvert une force intérieure que je ne savais pas posséder, la capacité de reconstruire, complètement une vie à 45 ans, alors que beaucoup se sont déjà installés dans le connu, de transformer une crise personnelle en une opportunité de croissance. Quant à moi, je suis prête pour le prochain chapitre. La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un, un œnologue venu évaluer mes vignes, la cinquantaine, divorcé depuis une décennie, des yeux doux et des mains calleuses par le travail. Nous avons parlé de millésimes et de techniques de fermentation, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti cette émotion des possibles. Il m'a invité à dîner. J'ai hésité, les cicatrices du passé encore présentes. « Juste un dîner », a-t-il dit, remarquant mon hésitation, pour parler de l'amélioration de la production de vos vignes. J'ai accepté, à condition que le dîner ait lieu au restaurant du domaine viticole voisin. Territoire neutre. Au dîner, nous avons peu parlé de vin et beaucoup de livres, de films, de voyages. Il a un rire facile et écoute avec un intérêt sincère. Il n'a pas essayé de m'impressionner avec des histoires de réussite ou de biens matériels, comme le font tant d'hommes de mon âge. Au lieu de cela, il a parlé de son petit-fils de 4 ans à qui il apprend à pêcher, du plaisir de se lever tôt pour voir le lever du soleil entre les vignes. Je ne sais pas si cela aboutira à quelque chose. Et ce n'est pas grave. J'ai appris que la vie n'a pas besoin de suivre un scénario prédéfini. Parfois, c'est dans les détours inattendus que l'on trouve les plus beaux chemins. En ce moment, je remplis des papiers pour adopter une fille. J'ai 47 ans, je suis célibataire, PDG d'une entreprise, et ma vie de famille est, pour le moins dire, non conventionnelle. Les travailleurs sociaux lèvent les sourcils quand je raconte mon histoire, mais ils voient aussi la force, la résilience, la capacité d'aimer malgré les cicatrices. La fille a 12 ans. Elle a grandi dans un orphelinat, comme Clara. Elle a des yeux méfiants et une posture défensive, celle de quelqu'un qui a appris trop tôt que le monde peut être un endroit hostile. Quand j'ai demandé pourquoi j'avais choisi une préadolescente, au lieu d'un bébé, comme le font la plupart des candidats à l'adoption, j'ai répondu avec la vérité, parce qu'elle en a plus besoin, et parce que je comprends ce que c'est de devoir reconstruire une vie à partir de zéro. Lors de nos rencontres supervisées, elle garde ses distances, testant si je suis une adulte de plus qui va l'abandonner. Elle porte des vêtements noirs, a les cheveux teints en bleu et refuse de sourire sur les photos. Je souris pour nous deux. Je sais que derrière cette façade rebelle se cache un enfant qui aspire à l'amour. Je vais t'apprendre à faire la sauce tomate de ma grand-mère, ai-je promis lors de la dernière rencontre. C'est un secret de famille. Nous ne sommes pas une famille, a-t-elle répondu défiante. Pas encore, ai-je convenu. Mais nous pouvons l'être si tu veux. J'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. La même lueur que je vois dans le miroir tous les matins maintenant.
Dans le dernier rapport, l'assistante sociale a écrit « La candidate et la mineure démontrent des progrès significatifs dans leur relation. Je recommande la poursuite de la procédure d'adoption. De petites victoires. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si j'obtiendrai l'adoption, si l'œnologue aux yeux doux entrera dans ma vie, si notre famille recomposée particulière continuera à fonctionner harmonieusement. Ce que je sais, c'est que, pour la première fois depuis de nombreuses années, je vis authentiquement. La vérité peut faire mal. Elle peut briser votre cœur, détruire vos certitudes, bouleverser votre monde. Mais elle peut aussi libérer. Elle peut ouvrir la voie à de nouvelles possibilités, de nouveaux amours, de nouveaux départs. J'ai 47 ans. La moitié de ma vie a été construite sur des mensonges bien intentionnés. L'autre moitié sera construite sur des vérités difficiles, mais libératrices. Ceci est mon histoire. Une histoire de trahison qui n'en était pas une. D'un amour, qui n'était pas de l'amour. D'une famille, qui n'était pas une famille. Et, paradoxalement, de la façon dont j'ai découvert le vrai sens de toutes ces choses quand elles se sont effondrées autour de moi. Comme disent les producteurs de vin, parfois le raisin doit être écrasé pour révéler son véritable potentiel. J'ai été écrasée, oui, mais ce qui en est ressorti est quelque chose de plus riche, de plus complexe, de plus authentique que je n'aurais jamais imaginé possible. Aujourd'hui, quand je repense à ce mercredi d'automne, je ne ressens plus de colère, ni de chagrin, pas même de tristesse. Je ressens de la gratitude pour la douleur qui m'a forcée à grandir, pour les mensonges qui m'ont finalement conduite à la vérité, pour la fin qui est devenue un nouveau commencement. Le soleil se couche sur mes vignes maintenant. Michel court dans le jardin, poursuivant des papillons, son rire cristallin résonnant entre les ceps. Clara regarde, protectrice, un sourire adoucissant son visage autrefois marqué par l'amertume. Richard discute avec son cousin, tous deux plus détendus l'un avec l'autre qu'ils ne l'ont jamais été. Et moi, eh bien, je suis là, à observer cette famille improbable que nous avons construite à partir des cendres de secrets et de mensonges. La vie suit rarement le chemin que nous avions prévu. Parfois, elle nous emmène sur des détours douloureux, sur des routes semées d'embûches. Mais si nous avons le courage d'aller de l'avant, d'affronter chaque virage avec honnêteté et force, nous pouvons découvrir des paysages à couper, le souffle que nous n'aurions jamais imaginé exister. Ceci est ma vérité. Ceci est ma libération. Ceci est ma nouvelle vie. Et je ne fais que commencer.